Bonjour à tous et bienvenue. Peter Schiff nous rejoint aujourd'hui, le fondateur et PDG de Euro-Pacific Capital, l'ancien conseiller économique du candidat à la présidence Ron Paul, et l'auteur de grands livres tels que Crash Proof, How to Profit from the Coming Economic Collapse, que j'ai lu en 2008 lorsque vous avez prédit, depuis au moins 2006, l'effondrement du marché immobilier. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à suivre votre travail, donc je suis au moins un grand fan. Oui, je suppose que la grande histoire est l'instrument économique préféré de Trump, les tarifs douaniers, qui ont maintenant été déployés dans le monde entier. On soutient que cela réduira le déficit et réindustrialisera l'Amérique. Partagez-vous l'optimisme de l'administration Trump? Non, je ne pense pas que les tarifs réduiront nos déficits commerciaux, car ils vont rendre les importations prohibitives pour de nombreux Américains. Les Américains consommeront donc moins, mais nous ne produirons pas beaucoup plus. Nous n'avons tout simplement pas la capacité de le faire en ce moment. Nous n'avons pas l'environnement réglementaire, l'environnement de travail, les chaînes d'approvisionnement, les infrastructures ou les usines nécessaires. Nous devrons donc nous passer de nombreux produits soumis à des tarifs, et cela va poser un problème majeur pour les États-Unis. Ce n'est pas un gros problème pour le monde. Le monde continuera à vendre des biens à l'Amérique, mais en moins grande quantité. Et donc, ils consommeront ensuite ces biens eux-mêmes. Il y a des milliards de personnes en dehors des États-Unis qui peuvent consommer les biens que les Américains ne pourront pas se permettre. C'est donc pas un gros problème pour le reste du monde, mais c'est un énorme problème pour l'Amérique. Et vous savez, Trump a inversé la nature de la relation. Le monde ne nous a pas exploités, c'est nous qui les avons exploités. Vous savez, nous avons bénéficié d'un niveau de vie bien plus élevé que ce à quoi notre capacité productive nous donnerait normalement droit. Nous sommes capables de consommer ce que nous ne produisons pas, et nous le payons en imprimant de l'argent. Et donc le monde reçoit notre inflation et nous obtenons leurs produits. Nous avons donc le meilleur côté de l'affaire. Maintenant, ils utilisent notre papier pour acheter nos actifs financiers, nos actions, nos obligations, notre immobilier. Ils accumulent donc des actifs et reçoivent les revenus de ces actifs. Ce que nous faisons, c'est nous faire plaisir dans le présent et sacrifier notre avenir. Et Trump a raison à ce sujet. Et il a raison de souligner que c'est une mauvaise tendance qui appauvrit l'Amérique. Mais il ne comprend pas qu'à court terme, tout semble mieux en surface parce que nous consommons plus que nous ne produisons. De plus, les étrangers recyclent leurs excédents commerciaux dans nos marchés financiers, ce qui nous donne un marché boursier plus élevé. Cela nous donne des taux d'intérêt plus bas. Donc, nous en bénéficions à court terme. Trump essaie de retirer tout cela, ce qui va produire une récession massive. Et nous allons rediriger toute cette inflation de Wall Street vers Main Street. Parce que maintenant, tout l'argent que nous avions l'habitude d'imprimer et d'envoyer à l'étranger va rester en Amérique. Pour acheter quoi? Eh bien, pas grand-chose, car les marchandises ne rentrent plus. Donc, c'est une inflation massive. C'est une récession. C'est donc un désastre complet. Maintenant, cela allait de toute façon arriver un jour ou l'autre. Mais Trump accélère le processus, ce qui est une bonne chose. Sauf que dans ce cas, cela va être très problématique, parce que Trump n'a pas préparé la nation au sacrifice extrême qui sera nécessaire, ni aux grandes coupes dans les dépenses publiques. Pour libérer des ressources afin de construire des usines, nous ne pouvons pas dépenser tout cet argent et accumuler ces énormes déficits qui accaparent tout notre capital. Nous devons donc réduire Medicare, la sécurité sociale, la défense nationale, et les Américains doivent arrêter de dépenser. Nous devons économiser notre argent pour construire ces usines.
elles ne vont pas simplement apparaître par magie. Il y a donc beaucoup de travail acharné à accomplir. Mais bien sûr, personne n'a le courage pour cela. Toute notre économie est un château de cartes construit sur le dollar surévalué, nos déficits commerciaux, consommation excessive et des taux artificiellement bas. Et tout cela est sur le point de s'effondrer. Eh bien, souvent, je suppose que l'argument en faveur des tarifs douaniers de la part des nationalistes économiques serait que c'est un bon moyen de défendre les industries nationales afin qu'elles puissent acquérir une compétitivité internationale. Mais cela supposerait qu'il y aurait des industries domestiques à construire. Et ce serait un projet à long terme, n'est-ce pas, de réindustrialiser. Un très long terme. Par exemple, les gens parlent de Nike, n'est-ce pas? Vous savez, l'action Nike est à son plus bas niveau depuis 52 semaines aujourd'hui. Elle a baissé de 12%. Et j'entends des gens dire, eh bien, vous savez, parce que les baskets vont arriver du Vietnam ou de Chine, peu importe d'où elles viennent, et elles sont soumises à un tarif de 40%. Et donc Nike va devoir augmenter considérablement les prix. Et ils disent, eh bien, pour éviter les tarifs, ils pourraient simplement fabriquer les baskets ici. Eh bien, comment vont-ils faire cela? Les usines n'existent pas. Et pour que Nike construise une usine de chaussures, qui sait combien de temps cela va prendre? De plus, il faut assembler toutes les chaînes d'approvisionnement localement, parce qu'on ne peut pas importer le cuir et tout ce dont on a besoin. Et ensuite, il faut avoir les travailleurs qui savent comment faire. Ils ne sont pas ici parce qu'on ne fabrique pas de chaussures ici. 98% de nos chaussures sont importées. Ce n'est pas seulement Nike, c'est tout le monde. Nous ne fabriquons plus rien. Toute l'industrie a disparu. Cela prendrait des années et des années pour la ramener. Mais Nike ne va pas le faire. Pourquoi Nike investirait-il de l'argent pour construire une usine ici en Amérique? Pour quelle raison? Je veux dire, ils ont des usines au Vietnam. Ils peuvent toujours vendre des Nike en Amérique. Ils en vendront juste moins parce que le prix sera beaucoup plus élevé. Donc l'Amérique représentera une plus petite part de leur marché. Mais maintenant, ils peuvent prendre ces baskets qu'ils ne vendent pas en Amérique et les vendre en Chine ou ailleurs. Peut-être qu'ils obtiendront un peu moins d'argent qu'ils ne le faisaient en vendant ici. Mais c'est mieux que de construire une usine ici et d'être complètement non compétitif. De plus, Nike doit toujours vendre des chaussures partout dans le monde. Vont-ils construire une usine ici, où le seul endroit au monde où quelqu'un achèterait les baskets est en Amérique? Parce que ce sera une usine non compétitive. Donc cela ne va pas arriver. Tout cela n'est qu'un rêve irréalisable. Le président est mal conseillé par une bande d'ignorants économiques. Mais il semble que ça pourrait être encore une fois une stagflation massive. L'économie stagnerait et vous auriez une combinaison avec l'inflation. Mais où cela mène-t-il alors? Je veux dire, beaucoup de portes se ferment en ce moment. Allons-nous vers un effondrement? Eh bien, nous avons déjà la stagflation maintenant. Nous allons simplement avoir une inflation plus élevée et une économie plus faible. Nous allons être en récession. Et il va y avoir beaucoup d'inflation, principalement parce que les tarifs redirigent l'inflation des marchés financiers vers l'économie réelle. Nous avons bénéficié de la diversion de notre inflation vers le marché boursier et le marché obligataire. Tout cela va s'inverser. Et c'est pourquoi, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, les actions étrangères montent en flèche. Je possède beaucoup d'actions aujourd'hui qui ont augmenté de 3, 4, 5, 6%, qui sont en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. L'argent est aspiré hors des États-Unis en ce moment. Le contraire de ce que Trump veut. Le capital ne vient pas en Amérique. Il fuit l'Amérique.
Comment pensez-vous que le reste du monde réagira à cela? Vous avez mentionné que maintenant, au lieu de produire pour les États-Unis, ils peuvent consommer leurs propres biens. Mais qu'est-ce que cela signifierait, pratiquement, je suppose? Devraient-ils se tourner vers de nouveaux marchés entièrement? Eh bien, les gouvernements n'ont rien à faire. Les entreprises individuelles feront les ajustements nécessaires à leur production pour s'adapter aux différents marchés. Surtout si le dollar américain continue de baisser comme aujourd'hui, car plus le dollar s'affaiblit, plus les consommateurs étrangers deviennent riches et plus il est facile de vendre sur ces marchés. Donc, vous savez, les marchés vont s'auto-corriger. Les gouvernements n'ont rien à faire, dans la mesure où des gouvernements en Europe, en Amérique du Sud ou en Asie ripostent avec leurs propres tarifs. Cela ne fait que nuire à leurs propres économies. Le préjudice causé par les tarifs en Amérique est infligé à l'Amérique. Nous ne faisons pas de mal à l'Europe. Nous ne faisons pas de mal à la Chine. Nous faisons du mal à l'Amérique. Nous faisons du mal aux Américains. Et donc, parce que nous décidons de nous nuire, cela ne signifie pas que les gouvernements européens devraient nuire aux Européens. Vous savez pourquoi? C'est comme vous savez, si nous sautons d'un pont, sont-ils censés sauter du même pont? Non, vous savez, laissez-nous sauter et vous savez rester. Ne le faites pas vous-même. Mais en Europe maintenant, j'entends certaines voix qui s'inquiètent du fait qu'une grande partie des produits chinois qui allaient aux États-Unis seront redirigés vers l'Europe et concurrenceront les industries européennes. Comment répondriez-vous à ces préoccupations? Pas vraiment, car ce ne sont pas les mêmes biens. Je veux dire, beaucoup des produits qu'ils achètent de la Chine ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils fabriquent en Europe. Mais regardez, cela bénéficiera aux Européens dans la mesure où ils ont accès à plus de biens à des prix plus bas. C'est bien. Et laissez l'économie européenne s'adapter à cette bonne chose. Le but principal d'une économie est de créer des biens de consommation pour votre population. Et plus vous avez de biens à des prix plus bas, mieux c'est. Alors, où vont les investisseurs américains à ce stade cependant? Si encore une fois, les industries ne performent pas et qu'il y a une inflation massive qui ronge les économies, quel est un bon endroit pour, je suppose, s'échapper? Ils devraient investir à l'étranger dès maintenant. Ils devraient se retirer des actions américaines surévaluées. Elles ont encore beaucoup à chuter. Et ils devraient investir dans les actions que je possède, les actions de valeur cotées en dehors des États-Unis, qui vont bénéficier de ces nouvelles relations commerciales et flux de capitaux. Ils devraient investir dans les marchés émergents qui vont vraiment être libérés de la nécessité de soutenir l'économie américaine. Ils devraient posséder des actions minières, des actions de mines de métaux précieux qui bénéficieront de la hausse du prix de l'or. Je veux dire, l'or est à plus de 3 000 $. Il va encore monter à mesure que le monde se dédollarise. Et vous savez, les banques centrales vont acheter plus d'or et moins de bons du Trésor. C'est excellent pour les actions de mines d'or. Ce n'est pas bon pour le gouvernement américain, parce que qui va acheter ces bons du Trésor? Vous savez, les déficits vont être beaucoup plus importants dans cette récession. Je pense que la Fed va les acheter, et cela va entraîner encore plus d'inflation. Donc, non seulement les tarifs vont faire monter les prix, mais l'inflation que la Fed va créer le fera aussi. Et le dollar faible va ajouter à la douleur des tarifs. Vous savez, ils essayaient initialement de nous dire qu'un dollar fort compenserait les tarifs. Et j'ai dit que cela n'allait pas se produire. Le dollar va s'affaiblir, et il s'affaiblit. Il est aujourd'hui au plus bas depuis octobre de l'année dernière. Mais il est en baisse de plus de 2% aujourd'hui, et c'est l'un des pires jours de l'histoire du trading du dollar.
Et je pense que nous allons avoir plus de jours comme celui-ci. Je pense que le dollar va beaucoup baisser. Et cela va simplement exercer plus de pression à la hausse sur les prix à l'importation, ce qui ajoutera à la pression à la hausse des tarifs. Eh bien, oui, si c'était une autre pensée économique, ce serait peut-être une chose, mais l'économie mondiale entière a été organisée autour des États-Unis depuis si longtemps. Tant de pays ont organisé leurs exportations vers les États-Unis. Beaucoup ont investi presque continuellement dans les marchés obligataires américains et utilisent le dollar américain. Voyez-vous des alternatives existantes où il n'y a pas de découplage, mais au moins une diversification? Bien sûr, c'est très facile à faire. Vous savez, je veux dire, si vous pensez à l'économie américaine, en 1944-1945, nous avions une économie de guerre. Toutes nos usines fabriquaient des munitions, des chars, des avions de chasse et des choses pour soutenir l'effort de guerre. À l'époque, il y avait en fait des économistes qui s'inquiétaient de l'économie américaine, parce qu'ils pensaient que, quand la guerre se terminera, il y aura une grande récession, parce que toutes ces usines n'auront plus besoin de fabriquer des bombes. Alors, que vont-elles faire? Ils ont oublié qu'avant de fabriquer des bombes, elles fabriquaient des machines à coudre et des lave-linges. Avant de fabriquer des chars, elles fabriquaient des automobiles. L'économie américaine s'était rééquipée pour fournir des choses à l'armée. Mais quand la guerre a pris fin, les usines ne se sont pas arrêtées. Les travailleurs ont mis les seins. En fait, 20 millions d'hommes ont été licenciés de l'armée, de la marine et des marines, et ils ont retrouvé des emplois dans le pays. Il n'a donc pas fallu longtemps pour rediriger notre capacité de production du militaire vers la production civile, ce qui a bien sûr bénéficié aux gens. Vous savez, ça m'a pas aidé que nous fabriquions un autre char que je ne pouvais pas conduire, mais une autre voiture? Oui, c'est génial, ça aide le consommateur. Donc, tout ce que le monde doit faire, c'est tourner sa capacité de production qui existe déjà et utiliser ses usines, utiliser ses travailleurs, utiliser ses ressources et chaînes d'approvisionnement et infrastructures pour fabriquer des choses pour eux-mêmes, au lieu de fabriquer des choses pour les Américains. Maintenant, dans de nombreux cas, c'est la même chose. Vous ne pensez pas que les Chinois peuvent porter des Nike? Vous ne pensez pas qu'ils ont des pieds, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent acheter les mêmes choses, n'est-ce pas? Mais bien sûr, s'ils ont une usine fabriquant des drapeaux américains, d'accord. Alors fabriquer des drapeaux chinois, fabriquer des drapeaux allemands, n'est-ce pas? Fabriquer n'importe quoi. Je veux dire, en quoi cela peut-il être différent? Il suffit de mettre un moule différent ou une teinture différente sur le motif, n'est-ce pas? Donc le monde a une tâche facile et en fait une tâche agréable, parce qu'il peut consommer. Le travail difficile est ici en Amérique, parce que nous devons comprendre comment consommer des produits sans usine, ce que nous ne pouvons pas faire, donc nous devons construire des usines inexistantes. Cela demande beaucoup de ressources, cela demande beaucoup d'efforts. Donc nous avons la route difficile devant nous, pas le monde, n'est-ce pas? Et d'où va venir l'argent pour construire ces usines, pour recréer les chaînes d'approvisionnement? Vous savez, où allons-nous le trouver? Nous devons commencer à économiser, mais alors nous ne pouvons pas dépenser. Mais aussi, le gouvernement doit réduire les dépenses, parce que les déficits sont si importants. Si nous devons financer ces déficits nous-mêmes, sans compter sur le reste du monde, parce qu'ils ne nous subventionnent plus, et que nous devons prêter au gouvernement américain 2 ou 3 000 milliards de dollars par an, comment pouvons-nous faire cela et économiser pour construire des usines? Nous ne pouvons pas. Tout est évincé. Donc, vous savez, c'est le jour du jugement. C'est quand tous les problèmes reviennent à la surface. Cela allait arriver tôt ou tard, mais Donald Trump a simplement accéléré le processus.
But Donald Trump has just accelerated the process. Eh bien, y a-t-il des voies de sortie de ce chaos maintenant? Je veux dire, si le président Trump appelle Peter Schiff demain et vous demande où allons-nous à partir d'ici? Quelle est la meilleure voie à suivre? Quelles sont les possibilités? Parce qu'une grande partie de ce qui est fait maintenant ne peut plus vraiment être inversé. Eh bien, la seule issue est de continuer à faire la mauvaise chose et de continuer à repousser le problème. Donc, s'il m'appelle et que je lui dis ce que nous devons faire, vous savez, les choses vont mal tourner pendant de nombreuses années. Mais c'est mieux que de les voir empirer encore plus dans le futur, car plus nous continuons à nous enfoncer dans ce trou, plus il est difficile d'en sortir. Donc, je veux juste prendre le taureau par les cornes et faire ce qui doit être fait. Mais si Trump veut juste essayer d'empêcher la bulle de se dégonfler pour pouvoir prétendre que tout va bien, tout comme il prétendait que c'était bien pendant son premier mandat, alors, s'il veut revenir à cette économie factice qu'il a potentiellement percée, il doit annuler ses tarifs. Il doit trouver un moyen de sauver la face pour que cela ne semble pas qu'il avait tort et qu'il a fait une erreur. Mais, vous savez, qui sait? Je veux dire, peut-être qu'on ne peut pas reconstituer l'omelette une fois qu'on a cassé les œufs, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je veux dire, il a peut-être mis quelque chose en mouvement ici qui ne peut pas arrêter, mais nous verrons. Mais je ne sais pas s'il va essayer. Je pense qu'il est entouré de personnes qui croient vraiment à ses bêtises. Et je pense qu'il va s'en tenir à ses positions. Donc, jusqu'à ce que les choses deviennent vraiment mauvaises, ils vont céder. En ce qui concerne la Fed, ils vont baisser les taux, ils vont faire du QE, et cela ne fera qu'ajouter de l'huile sur le feu. Je me souviens que vous avez dit il y a 20 ans qu'il vaut mieux accepter les corrections maintenant et supporter la douleur, plutôt que de la retarder. Oui, nous aurions dû le faire il y a 20 ans. Nous serions en bien meilleure forme maintenant. Oui, non, je suis d'accord. Cela fait 20 ans, et la situation est passée de mauvaise à bien pire. Mais es-tu vraiment plus optimiste à propos de l'Europe, cependant? Sur ce continent, nous avons, encore une fois, les Britanniques ne vont pas très bien, les Français non plus, et les Italiens. Bien sûr, les Allemands sont maintenant en train de se désindustrialiser. Ils ont perdu leur accès à l'énergie bon marché. Ils ne peuvent plus se permettre de fabriquer des voitures compétitives, ce qui était leur point fort. Alors maintenant, les Allemands soutiennent qu'ils doivent emprunter beaucoup d'argent et commencer à construire des chars à la place. Crois-tu en ce keynésianisme militariste allemand? Ou comment fais-tu? Non, je pense qu'à court terme, cela attire des capitaux en Allemagne pour financer cela. Cela a stimulé leur marché. Et Mais vous savez, à long terme, je pense que les véritables gagnants seront les marchés émergents, les économies BRIC. Ils sont en meilleure forme, et donc ils seront les principaux bénéficiaires de ce qui se passe. Mais à court terme, au cours des prochaines années, je pense que les marchés européens bénéficieront d'un exode de capitaux des États-Unis, car je pense que c'est un peu comme l'un des premiers endroits où les capitaux vont aller. Et cela va les avantager. Cela va leur donner un peu de temps, avec de l'argent entrant en Europe. Donc à court terme, je suis très optimiste quant à la performance des marchés financiers là-bas et de l'euro. Mais à long terme, vous avez raison. Je veux dire, augmenter les dépenses publiques, faire de gros déficits, c'est pas une recette pour la prospérité. Mais cela va. Vous savez, les actions européennes sont bon marché. Les actions américaines sont chères. Donc, il y a beaucoup d'argent qui va quitter le marché américain pour aller là-bas. Et cela va aider. vous avez mentionné les pays des BRICS. C'était en fait ma prochaine question également. Dans quelle mesure pensez-vous qu'ils représentent une alternative viable?
Voyez-vous cela dans leur capacité à créer des systèmes de paiement et des devises alternatives? Ou est-ce leur contrôle sur les chaînes d'approvisionnement clés? Est-ce les centres technologiques? Quels sont, selon vous, leurs principaux atouts ou faiblesses en termes de préparation à cela? Parce que je me souviens qu'en 2008-09, lors de la crise financière mondiale, c'est vraiment à ce moment-là que les Chinois et les Russes ont commencé à réfléchir à ce qu'ils appellent un monde plus post-américain en termes d'organisation de l'économie internationale et des finances internationales mondiales. Pensez-vous qu'ils ont des choses préparées maintenant, ou voyez-vous les BRICS comme plus un club de discussion? J'ai parlé à Jim Rogers à ce sujet. Il pensait que c'était plus un coup de marketing, mais ils ont beaucoup évolué, surtout au cours des 3 dernières années. Écoutez, je pense qu'ils sont déjà en train de se dédollariser. Ils ont encore un long chemin à parcourir. Mais c'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'or est au-dessus de 3 000 $ et continue de monter, parce qu'ils en achètent. Mais, ils ont les usines, ils ont la démographie, ils ont des économies, ils ont des ressources. Ils n'ont pas besoin de l'Amérique. Peut-être qu'ils avaient besoin de l'Amérique pour la défense. Mais maintenant Trump dit, eh bien, nous ne voulons pas vous défendre si vous ne nous payez pas. Donc si nous n'allons pas, vous savez, les défendre, alors pourquoi diable achètent-ils nos obligations, soutenant nos marchés? Donc je pense que vous savez, ils vont simplement s'éloigner des États-Unis. Et vous savez, la clé de la prospérité économique est simplement un gouvernement limité, des marchés libres. Donc, plus les marchés sont libres, plus le gouvernement est petit, plus l'économie est grande, plus les gens sont riches. Et vous avez plus de gouvernements en Occident maintenant, plus de réglementation, un État-providence plus grand, plus de gens dépendants des chèques du gouvernement, et ces bureaucraties plus grandes. Donc, ils ne vont pas aussi bien réussir. Mais vous savez, les marchés émergents, je pense, vont vraiment être libérés. Ce sont eux qui vont connaître un grand essor. Et vous savez, il n'y a que 300 millions d'Américains. Je veux dire, maintenant nous sommes si uniques parce que nous achetons tout. Je veux dire, et alors, vous savez, il y a des milliards d'entre eux. Ils peuvent acheter tout autant. Je veux dire, acheter est facile. N'importe qui peut acheter n'importe quoi. La partie difficile est de fabriquer les choses. Ils peuvent fabriquer les choses. Nous ne pouvons pas. Et la seule raison pour laquelle nous pouvions les acheter, c'est parce qu'ils les fabriquent. Et ils nous prêtent l'argent pour les acheter, ce qu'ils vont arrêter de faire, ce qui était une erreur. Ils l'achèteront eux-mêmes. Vous savez, il y a l'économie, vous savez la loi de Say. L'offre crée sa propre demande. La demande ne crée pas nécessairement l'offre. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de pauvreté. Vous savez, regardez tous les pauvres en Afrique. Il y a beaucoup de demandes là-bas. Pourquoi n'ont-ils pas de choses? Vous savez, donc vous avez besoin de l'offre d'abord. Sinon, tout ce que vous avez, c'est le désir. Mais le désir ne signifie rien. Tout le monde veut des choses. Vous devez être capable de les produire pour avoir une véritable demande. Et c'est ce que le monde fait. Ils produisent. Et c'est ce que l'Amérique ne fait pas. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la guerre économique entre les États-Unis et la Chine concernant les technologies et les marchés de pointe? Pensez-vous que cela touche plus ou moins à sa fin? Ou les Chinois l'ont-ils remporté? Ou bien les technologies seront-elles en quelque sorte une chose à part? För vad ideas, the when serious it's race with the rumba. Oui. Même si nous ne fabriquons pas les puces, nous avons encore beaucoup de technologie dans ce pays. C'est une industrie où nous avons peut-être perdu le matériel, mais beaucoup de logiciels, beaucoup de matières grises, il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans la tech, qui restent une industrie américaine viable. Donc le monde va toujours vouloir notre technologie. Ils ne vont pas arrêter de commercer avec les États-Unis.
Ils vont exporter vers nous et importer notre technologie. Mais en ce qui concerne la question de savoir si nous perdrons un avantage au profit de la Chine ou d'autres pays, cela dépend de la réglementation et du gouvernement. Ce n'est pas que nous n'avons rien aux États-Unis. Nous avons encore des industries dans lesquelles nous sommes leaders et qui, espérons-le, continueront à l'être, à moins qu'elles ne finissent par être trop taxées ou trop réglementées. Non, je pense que vous avez raison. Je pense que les États-Unis se sont mis dans de sérieux problèmes, mais il ne faut pas sous-estimer ce géant. Il ne va pas disparaître non plus. Donc je pense que vous avez raison, surtout sur le front technologique. Je pense que les États-Unis et la Chine continueront à mener très clairement. Eh bien, je ne suis pas sûr de qui viendrait en troisième position. Mais ma dernière question concerne les BRICS et les Russes. En Europe, ils ont en quelque sorte adhéré à l'argument de John McCain, selon lequel c'était simplement une station-service déguisée en pays. Et maintenant, ils croissent en fait beaucoup plus vite que d'autres pays européens, malgré toutes les sanctions. Ils semblent avoir réussi à se diversifier ou à se découpler. Encore une fois, je ne suis pas sûr de combien de cela est dû à l'économie de guerre. Mais qu'en pensez-vous? Je suis optimiste là-bas. C'est dommage que les Américains ne puissent pas vraiment y investir à cause des sanctions et tout ça, car beaucoup de ces actions vont probablement faire beaucoup mieux que le marché américain, et nous en sommes exclus. Mais oui, je pense que, regardez, la démographie en Russie est bien meilleure, la situation fiscale, ils ont des ressources, ils se sont rapprochés de la Chine, alors que nous nous éloignons de la Chine. Je pense qu'ils se rapprochent aussi des Saoudiens et d'autres nations du Moyen-Orient et du monde musulman. Donc je pense que la Russie va vraiment bien s'en sortir. Et le conflit, la guerre avec l'Ukraine, va finir par se terminer. Je veux dire, plus tôt ce sera le cas, mieux ce sera. Mais évidemment, le plus grand gagnant là-bas est la Russie ou l'Ukraine. Peut-être que c'est l'Ukraine parce que alors, vous savez, mais la Russie et l'Ukraine bénéficieront clairement de la fin de cette guerre, plus que quiconque. Donc ils ont cet objectif à attendre avec impatience. Super. Eh bien, merci beaucoup pour votre précis. J'imagine que vous êtes occupé à ce moment. En attendant, cependant, les gens devraient regarder ce qui se passe. C'est le début d'un découplage majeur, d'un changement majeur. Le marché boursier américain a été le seul jeu en ville pendant plus d'une décennie, et tout cela va s'inverser. Donc, si vous détenez encore des actions américaines, vous allez perdre beaucoup d'argent. Tout comme les gens l'ont fait dans les années 1970, s'ils croyaient encore que c'était le Nifty 50, des années 1960. Donc, ces actions vont être écrasées, et le dollar va être écrasé. Vous devez posséder des actions étrangères, vous devez posséder des devises étrangères, vous devez posséder des matières premières. Tout ce qui a fonctionné dans les années 70 va fonctionner encore mieux maintenant. Vous devez donc reconnaître cela, et c'est ce que nous faisons chez Euro-Pacific Asset Management. Et les gens veulent contacter mon entreprise, parler aux conseillers pour que nous gérions des portefeuilles pour vous, sortir de ces actions américaines surévaluées et entrer dans des actions internationales sous-évaluées qui bénéficieront de ces tendances émergentes. J'ai aussi une famille de fonds communs de placement. Les gens peuvent acheter mes fonds sans frais. Vous pouvez obtenir les informations sur le site web europac.com. Et si vous ne possédez pas d'or et d'argent, vous savez, vous devriez en acheter via ShiftGold. Mais aussi, les actions minières, à mon avis, sont probablement le meilleur investissement spéculatif que j'ai jamais vu. Et vous savez, vous pourriez les acheter. C'est incroyable que vous puissiez encore les acheter à ce prix avec l'or à plus de 3000. Mais vous pouvez le faire, mais je ne pense pas que vous pourrez le faire longtemps. Donc, encore une fois, vous savez, nous avons des stratégies qui se concentrent également sur l'exploitation minière.
You've got strategies that focus on mining as well, and you can learn about those at Europe Pacific Asset Management. Et vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet chez Euro-Pacific Asset Management sur europa.com. Euro-Pacific s'occupe également de l'agriculture. Nous possédons des entreprises dans ce domaine. Nous avons certaines entreprises qui bénéficient de la hausse des prix agricoles, donc elles sont dans nos portefeuilles. Mais oui, les choses réelles, les matières premières, l'énergie. Et je pense que la vente massive d'aujourd'hui dans le secteur de l'énergie est un leurre, parce que les gens anticipent une récession mondiale et pensent qu'il y aura moins de demandes pour le pétrole. Ce ne sera pas une récession mondiale, ce sera une récession aux États-Unis. Le reste du monde va mieux s'en sortir lorsqu'il n'aura plus à soutenir le consommateur américain. Et donc vous allez voir plus de consommation de pétrole à l'étranger et des prix du pétrole plus élevés, pas plus bas. Super, je vais maintenant laisser un lien vers Euro-Pacific Capital dans la description. Donc oui, Peter Schiff, merci encore. D'accord, prends soin de toi.